Imaginez une allée à Paris, quelque part à la fin des années 50. Un type sort de chez lui vers sa Citroën DS, tourne la clé, et toute la voiture se soulève du sol toute seule, s'installant à sa hauteur de route comme si elle venait de se réveiller. Son voisin le regarde de sa fenêtre tous les matins et n'en revient toujours pas. Maintenant, imaginez un garage à Osaka 20 ans plus tard. Un type tourne la clé sur sa toute nouvelle Corolla et elle démarre. Pas de soulèvement, pas de cérémonie, rien à regarder. Elle démarre de la même façon qu'hier et de la même façon qu'elle le fera demain. Deux propriétaires, deux pays, deux relations complètement différentes avec le même objet. Une voiture. Aujourd'hui, la plus grande entreprise automobile du monde n'est pas Citroën, c'est Toyota. Et ce n'est même pas proche. Si l'innovation seule décidait de l'histoire, la France aurait dû posséder cette industrie. Pas y concurrencer, la posséder. Cela n'est pas arrivé, pas même proche. L'entreprise en tête en ce moment est Toyota, et elle n'a pas construit cette place en étant la première sur une seule avancée. Elle l'a construite en fabriquant des millions de voitures en lesquelles les gens ont fait confiance sans y penser deux fois. Voici donc la contradiction que personne n'explique vraiment. Le gars dans l'allée à Paris est émerveillé par sa voiture tous les jours. Le gars dans le garage à Osaka ne pense pas du tout à sa voiture. Il la conduit simplement. Alors, lequel de ces deux pensez-vous qui a construit la plus grande entreprise ? Ce n'est pas à propos de quel pays a fait de meilleures voitures, c'est à propos d'un écart entre deux compétences. Et presque personne ne les sépare jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour rattraper. Introduction. Deux jeux différents. Voici la question que nous poursuivons réellement. Pourquoi les entreprises avec les meilleures idées finissent-elles presque jamais par être les plus grandes entreprises ? Parce que l'invention et le succès industriel sont parlés comme s'ils étaient la même compétence, et ils ne le sont pas. Venir avec quelque chose que personne n'a construit avant, c'est une chose. Obtenir qu'un million de personnes fassent confiance au même objet tous les jours pendant 10 ans, c'est un problème complètement différent, avec un ensemble de muscles différents derrière. Un pays peut dominer l'un de ceux-là et perdre complètement l'autre. C'est tout le mystère en une phrase. Nous allons passer en revue cela en 4 couches, et chacune répond à une question que la précédente ouvre. D'abord, ce qui arrive quand vous inventez quelque chose en premier, et ce que cela vous coûte réellement. Deuxièmement, pourquoi la fiabilité s'avère être une discipline, pas une fonctionnalité que vous boulonnez. Troisièmement, ce que cela signifie d'optimiser l'usine au lieu de la voiture qui y est assise. Et quatrièmement, ce que le vrai produit était tout le long, parce qu'à ce stade, cela cesse d'être la voiture. C'est le payoff qui attend à la fin de cela. Les voitures cessent d'être le point. Elles sont juste la preuve. Couche 1, inventer est facile. Industrialiser, c'est plutôt dur. Voici la vraie question derrière cette couche. Que coûte-t-il réellement à une entreprise d'être première, et être premier vous aide-t-il même plus tard ? Revenons à cet été à Paris, 1955. C'est la Citroën DS. DS signifie DS, et dans les rues de Paris, cette année-là, elle ressemblait vraiment à une DS, glissant devant tout le reste comme si le reste de la route n'avait pas encore rattrapé. Sous cette coque se trouvait la suspension hydropneumatique, des sphères chargées d'azote tenant du fluide sous pression au lieu de ressort. Démarrez le moteur et toute la voiture se soulève de sa hauteur de repos. Exactement comme le voisin regardait de sa fenêtre. Heurtez un nid de poule qui vous secouerait les plombages dans une autre voiture et la DS l'absorbe simplement et se remet à niveau comme s'il ne s'était rien passé. Et ce n'est pas que la suspension. La DS avait aussi des freins à disque avant, à l'intérieur des roues, des années avant quiconque ne les touche. Une direction assistée à assistance variable qui devenait plus légère quand vous tourniez. Et une carrosserie façonnée pour un coefficient de traînée qui embarrassait des voitures coûtant 2 fois plus cher. Quelques années plus tard, Citroën a ajouté des phares qui pivotaient avec les roues avant, donc ils éclairaient le virage avant même que vous ayez terminé de tourner dedans. Munich et Stuttgart ne mettraient pas cela sur une voiture de production avant encore 3 décennies. Et voici la chose, ce n'était pas une coïncidence. 1934.
La traction avant de Citroën inaugure la construction monocoque à traction avant, une bonne vingtaine d'années avant que la plupart de l'industrie ne comprenne comment la copier. 1965, Renault invente le haillon moderne avec la 16, la forme que toutes les hatchbacks sur la route empruntent encore. 1984, Renault le fait à nouveau, inventant le monospace moderne avec l'espace, le modèle que tous les minivans depuis ont suivi. 3 décennies différentes, 3 équipes différentes à l'intérieur de 2 entreprises différentes. Même schéma encore et encore. La France y arrive en premier, plus souvent que quiconque sur le continent. Voici la partie inconfortable. Chacune de ces idées a été reprise, simplifiée et mise à l'échelle par quelqu'un d'autre, et l'entreprise qui l'a inventée est rarement repartie avec la plus grande part du marché qu'elle a créé. Pendant que les ingénieurs français poursuivaient des idées révolutionnaires, les constructeurs japonais devenaient obsédés par quelque chose d'autre entièrement. Voici donc où la couche 1 nous laisse. La France gagne le jeu des idées plus souvent que quiconque, sur le papier et en salle d'exposition. Mais attendez un instant, parce que gagner le jeu des idées et gagner le marché s'avèrent être 2 concours complètement différents et le premier vient avec une facture que personne n'a encore payée. Ce qui laisse une question en suspens. Si être premier n'est pas ce qui décide du marché, qu'est-ce qui le fait réellement ? Couche 2. La fiabilité est une discipline, pas une fonctionnalité. La France gagne la couche 1, plus souvent qu'autre chose, sur le papier, en salle d'exposition, dans les livres d'histoire. Mais attendez un instant, parce que 5 ans plus tard, quelque chose va déjà mal, et ça ne va pas mal pour les gars japonais. Retournez à cette DS, sauf que maintenant, ce n'est plus le jour du lancement, c'est 5 ans plus tard. Les sphères d'azote qui faisaient flotter toute la suspension perdent de la pression et il y a une flaque de liquide LHM qui s'étend sur l'allée en dessous, juste là où le voisin se tenait et la regardait se soulever. Vous ne pouvez pas réparer cela vous-même. Vous avez besoin d'un spécialiste qui sait comment purger ce circuit hydraulique sans aggraver tout le système et il n'est pas bon marché et il n'est pas au coin de la rue. Maintenant, entrez dans un garage à Osaka, même 5 ans plus tard. Cette même Corolla, maintenant âgée de 5 ans, assise là sans hydropneumatique, sans phare qui pivote, rien qui n'ait jamais fait s'arrêter une foule dans la rue. Le propriétaire tourne la clé sous la pluie, elle démarre, c'est toute l'histoire. Pas de spécialiste, pas de flaque, pas de drame. Et c'est la partie où les gens se trompent sur l'ennuyeux. L'ennuyeux semble paresseux, ce n'est pas le cas. Construire un système de suspension brillant une fois, c'est dur. Construire la même pièce fiable 1 million de fois de suite, avec exactement le même résultat sur l'unité 1 et l'unité 1 million, c'est un type de dur différent. C'est un type de difficulté différente. Et c'est le type pour lequel la France ne s'est jamais entraînée. Voici à quoi ressemble réellement sa discipline sur le sol. Contrôle statistique de la qualité, vérification de chaque lot au lieu de lui faire confiance aveuglément. Le système de production Toyota traquant un défaut avant qu'il ne quitte l'usine, au lieu d'expédier la voiture et d'espérer que le client ne remarque pas. Personne ne met « Nous avons attrapé le défaut avant vous » sur une brochure. Mais cette ligne est tout le jeu, et c'est la raison pour laquelle l'un de ces 2 propriétaires appelle un spécialiste et l'autre conduit simplement au travail. Donc nommez le changement pour ce qu'il est réellement. La fiabilité n'est pas une spécification sur une feuille, c'est une discipline que vous construisez dans une usine sur des années, lot après lot, correction après correction, jusqu'à ce que le client arrête de penser à la voiture entièrement. Ce n'est pas un effet secondaire d'une bonne ingénierie, c'est l'objectif entier. Et Honda prouve que ce n'était pas un coup de chance de Toyota. La Civic arrive en 1972, badge différent, même discipline, et elle tient exactement de la même façon. Ce n'était pas une entreprise intelligente, c'était en train de devenir la façon dont tout un pays construisait des voitures. Mettez les 2 histoires de propriété côte à côte une fois de plus. La DS vous émerveille chaque fois que vous la voyez, debout dans une allée, en la regardant respirer. La Corolla vous rassure 5 ans plus tard, démarrant sous la pluie, sans seconde pensée, sans spécialiste, sans flaque verte. Même époque, même couche où nous avons commencé. Verdict complètement différent une fois que vous devez réellement vivre avec l'une ou l'autre. Mais attendez, parce que la fiabilité vous dit seulement à propos des pièces à l'intérieur de la voiture. Elle ne vous dit rien à propos de l'usine d'où ces pièces sont sorties. Alors que se passe-t-il une fois que vous pointez cette même discipline vers toute l'usine ?
pas seulement le moteur boulonné à l'intérieur. Couche 3. Optimiser la voiture contre optimiser l'usine. Voici le moment d'attente pour cette couche. Le Japon ne construisait pas seulement des moteurs fiables, il n'optimisait même pas la voiture du tout. Il optimisait quelque chose que les ingénieurs de la DS n'ont jamais pensé à toucher. Le processus. La fiabilité explique pourquoi les gens reviennent. La fabrication explique pourquoi des millions de voitures identiques peuvent exister en premier lieu. Cela semble la même idée. Ce n'est pas le cas. L'un est à propos de la confiance construite sur des années de propriété. L'autre est à propos de si vous pouvez même construire la millionième voiture de la même façon que vous avez construit la première. Regardez la DS et la Corolla une fois de plus à travers une lentille différente maintenant. Pas l'invention, pas 5 ans de propriété de philosophie de fabrication. La DS était construite pour être brillante au moment où vous la conduisiez hors du parking. La Corolla était construite pour sortir de la chaîne identique 10 000 fois de suite, sans rien laisser au hasard et rien laisser à la chance. Ce n'est pas un schéma à une seule fois. Faites entrer la Peugeot 205, lancée en 1983, contre la Honda Civic, et le même écart se joue à nouveau dans une décennie complètement différente, avec des voitures complètement différentes. La 205 GTI est optimisée pour la voiture, point final, sur le papier et sur la route. Un châssis autour de 800 kg, direction sans assistance, juste vos mains câblées directement aux roues avant. Un moteur 1,6 litre, plus tard un 1,9 litre, les deux construits pour récompenser un conducteur qui est réellement prêt à le pousser dans un virage trop chaud. C'est exactement pourquoi les gens les chassent encore des décennies plus tard, payant de l'argent stupide pour des exemplaires propres. C'est le retour qui monte à travers le volant. La façon dont l'arrière sort sous vous au milieu du virage sans rien filtrer le message entre la route et vos mains. Maintenant, mettez la Civic à côté, construite par une entreprise qui optimise quelque chose d'autre entièrement, le sol de l'usine. Espace entre panneaux qui mesurent la même chose sur l'unité 1 et l'unité 100 000. Qualité de roulage qui ne change pas, que la voiture soit vendue à Tokyo ou expédiée à Toronto. Moteur de la série D construit pour rouler 200 000 km sans vous demander une chose en retour. Donc nommez la vraie différence clairement. Les ingénieurs français continuaient à résoudre les problèmes derrière le volant. Les ingénieurs japonais continuent à résoudre pour le processus qui construit la voiture et pour chaque kilomètre qui vient après la vente. Ni l'un ni l'autre n'est le mauvais problème. Ce ne sont tout simplement pas le même problème et un seul d'entre eux s'échelle au-delà de quelques centaines de milliers d'unités. Bouclez sur la DS et la Corolla une dernière fois, parce que ce n'était jamais deux voitures, c'est un choix répétitif qui apparaît décennie après décennie, badge après badge. Un pays continue à régler le produit, l'autre continue à régler le système qui imprime le produit. Et pour chaque kilomètre qui vient après la vente, ni l'un ni l'autre n'est le mauvais problème. Ce ne sont tout simplement pas le même problème, et un seul d'entre eux s'échelle au-delà de quelques centaines de milliers d'unités. Et si le Japon optimisait l'usine tout ce temps, attendez de voir ce que cette usine devient une fois que vous la mettez à l'échelle sur tout un pays, puis sur la planète entière. Couche 4, le vrai produit n'était jamais la voiture. Voici la révélation vers laquelle tout ce mystère a été construit. La chose que Toyota a réellement construite et vendue n'était jamais une voiture, c'était un système. Et la voiture était juste ce qui sortait de l'autre côté. Imaginez un fermier au Kenya, quelque part dans les années 90, et son Hilux vient de lâcher sa boîte de vitesse au milieu de nulle part. Il l'a fait remorquer dans la ville la plus proche, entre dans le concessionnaire Toyota, et le gars derrière le comptoir vérifie un numéro de pièce qui est exactement le même que vous soyez à Nairobi ou Sydney ou Sao Paulo. Pour une pièce courante, c'est une affaire de jours, pièce arrivée, camion roulant, et le fermier est de retour sur sa terre à gagner de l'argent à nouveau. Quelque chose de plus spécialisé pourrait prendre quelques semaines à arriver, mais il y a toujours un réseau construit pour l'y amener. Maintenant, faites la même panne sur un camion français, même décennie, même continent. La pièce n'est pas sur une étagère, parce qu'il n'y a pas d'étagère. Elle doit être commandée auprès d'un fournisseur en France, expédiée, dédouanée et remise à un concessionnaire qui n'a peut-être jamais vu cette transmission auparavant. 3 mois, parfois plus. Le camion reste simplement là tout ce temps, et le revenu du fermier aussi. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Personne n'a construit le camion français mal. C'est un problème de distribution. Et la distribution n'était jamais sur le plan d'ingénierie.
Personne à Paris ne s'est assis et a demandé « Que se passe-t-il pour cette voiture le jour où elle tombe en panne à 8000 km de l'usine ?» Toyota a posé cette question avant de construire un seul Hilux, et la réponse est devenue toute l'entreprise. Donc la réponse n'est pas dans l'ingénierie, elle est dans ce qui est assis en dessous. Des usines dédiées construites pour un seul travail, chacune. Des relations fournisseurs verrouillées pour des décennies. Des réseaux de concessionnaires atteignant des marchés que les marques françaises n'ont jamais pris la peine de construire. C'est le Kaizen. Des milliers de petites corrections sur le sol de l'usine qui se composent sur des millions d'unités au lieu d'un saut dramatique tous les 15 ans. Même discipline que la couche 2, juste mise à l'échelle en une philosophie pour diriger toute une entreprise, puis mise à l'échelle à nouveau en une philosophie pour diriger toute une chaîne d'approvisionnement. Voici ce que cela détruit réellement, l'hypothèse que le meilleur produit gagne. Ce n'est pas le cas, pas tout seul. Le Hilux n'est pas le camion le mieux conçu que la France ou l'Allemagne ou quiconque ait jamais construit, et Toyota ne l'a jamais prétendu. C'est juste celui que vous pouvez réparer en 3 jours sur n'importe quel continent sur Terre, et cela finit par compter plus que tout sous le capot. Regardez la Renault Espace une fois de plus, à côté de ce même Hilux. La France invente le format monospace moderne en 1984, et c'est une vraie invention. Le modèle que tous les minivans depuis ont emprunté. Toyota n'invente jamais cette forme. Il construit simplement les usines, le réseau de pièces et le plancher du concessionnaire qui met un véhicule familial pratique dans des endroits où l'espace n'est jamais arrivé et ne pouvait jamais arriver. Donc ce n'était jamais DS contre Corolla ou 205 contre Civic, c'est l'usine d'un pays contre l'usine d'un autre pays. Et une seule de celles-là a été construite pour tourner pendant 100 ans sans s'arrêter dans 100 pays à la fois. Ce n'était jamais un combat entre ingénieurs, c'était un combat entre 2 définitions différentes de ce que le produit est même, et une seule de ces définitions, c'est Shell. Conclusion. Le mystère se répond lui-même. Retournez à s'étaler à Paris une fois de plus. La DS s'affaisse la nuit, se soulève le matin, et le voisin regarde encore de sa fenêtre, encore émerveillé, encore pas habitué après toutes ces années. Maintenant, retournez à Osaka. Cette même Corolla, maintenant âgée de 25 ans. Eh bien, elle démarre encore. Elle démarre hier, elle démarre aujourd'hui, et personne ne regarde d'aucune fenêtre parce qu'il n'y a rien à regarder. C'est toute la réponse, assise là, juste là, dans 2 allées. La France semblait inventer l'avenir en 1955 et n'a toujours pas possédé l'industrie 40 ans plus tard. Maintenant, vous savez pourquoi. Inventer en premier ne gagne pas le marché. La fiabilité est une discipline, pas une fonctionnalité. Optimiser l'usine, optimiser la voiture seule. Et le vrai produit, la seule chose qui gagne réellement, n'était jamais la voiture assise dans l'allée. C'était le système qui se tenait derrière elle, celle que personne ne regarde jamais. La France a prouvé ce qui était possible, le Japon a prouvé ce qui était répétable. Un seul de ces 2-là vous amène au sommet d'une industrie entière, et ce n'était pas celui qui fait s'arrêter les voisins et regarder. L'histoire se souvient des inventeurs, les marchés récompensent l'exécution. Alors sur lequel pariez-vous pour les 50 prochaines années ? La meilleure idée dans la pièce ou celle qui gagne la confiance de millions ? Abonnez-vous pour plus du Garage Français et écrivez-moi votre réponse en commentaire.